Bien, écoutez, bonjour à tous. On est reparti, je dirais, pour donc la session du vendredi matin, session multithématique avec beaucoup de jeunes. C'est bien, c'est l'avenir de la discipline qui intervient ce matin pour la plupart de présentations. Je vais être le maître du temps. On va essayer de tenir le temps. On est bien là. Allez, 4 minutes réglementaires françaises pour commencer. Et donc, la technique, on est prêt? Ouais, impeccable. Bah, écoutez, on est parti. Donc, Anaïs Kalaya qui commence cette session. Qui est donc interne en ce moment à Bordeaux, je crois. C'est ça. Et sinon, initialement, moi, je viens de La Réunion. De la Réunion, avec une thématique donc, qui a été un peu abordée hier, le dépistage qui peut être régionalisé dans certains pays avec des spécificités régionales. Et bien, écoutez, je vous laisse la parole. Du coup, moi, je vais vous parler de la leucodystrophie métachromatique avec une étude rétrospective qui s'est déroulée sur... on a repris des patients sur 30 ans, de 1994 à 2024. Et je vais essayer de vous convaincre, même si c'est déjà le cas, de tout l'intérêt d'un dépistage néonatal pour cette pathologie. Donc, pour un petit rappel, la leucodystrophie métachromatique, qui est une atteinte de la substance blanche, reste actuellement la cause la plus fréquente des leucodystrophies. Donc, ce qu'on retrouve, c'est un déficit en arylsulfatase A, qui est une sulfatide et qui est codée par le gène ARSA. Et cette pathologie, elle se transmet sur le mode autosomique récessive. Actuellement, on dénombre 4 formes cliniques en fonction de l'âge d'apparition des premiers signes, avec une forme infantile tardive, une forme juvénile précoce et tardive, et on a également une forme adulte. Alors moi, la forme adulte, c'est pas l'objet de ma présentation, mais il faut noter qu'on a aussi une forme qui débute chez les adultes. Actuellement, au niveau de l'incidence, au niveau national en France, on est plutôt à 1 cas pour 40 à 160 000 naissances. Ce qu'on a pu observer, nous, c'était qu'à La Réunion, on avait une incidence qui était un peu plus élevée quand même, avec 5,85 cas pour 100 000 naissances. Actuellement, le diagnostic repose sur le dosage biochimique, où on a justement ce déficit en arylsulfatase A, où le taux est complètement effondré. Et on a également, au niveau urinaire, la sulfatidurie qui est augmentée. Souvent, c'est ce qui permet de faire suspecter cette pathologie. Et on a aussi l'IRM cérébral qui a toute une place qui est très importante dans le diagnostic. C'est le plus souvent, c'est l'imagerie qui laisse suspecter cette hypothèse diagnostique avec des images qui sont très, très évocatrices des atteintes de la substance blanche qui sont souvent bilatérales, périventriculaires, et on a des images assez pathognomoniques avec un aspect tigroïde. Et puis évidemment, toute la place du moléculaire pour cette confirmation. Ce qui est important à noter, c'est qu'on a de plus en plus de thérapeutiques et que récemment, la thérapie génique ex vivo est disponible aussi pour la leucodystrophie métachromatique. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de décrire le phénotype lié au génotype réunionnais. Ce qu'on avait pu observer, c'est que tous les patients de La Réunion porteurs de leucodystrophie métachromatique et qui avaient effectivement bénéficié d'analyses moléculaires, on retrouvait toujours un variant récurrent qui est celui-ci, le P.Arg 246-IS. Et on se posait effectivement la question d'un possible effet fondateur du fait du caractère insulaire de l'île et qui aurait laissé émerger ce variant. Bon, pour poser un petit peu les bases, pour rappel, le peuplement de La Réunion s'est fait suite à l'installation de façon permanente des premiers colons
aux alentours de 1642. Avant, ça a été surtout des vagues successives de navigateurs portugais ou arabes. La Réunion s'est peuplée avec tout ce qui est traite négrière, avec l'esclavage qui venait du bassin océan Indien, de l'Afrique, de Madagascar. Donc là, dans tout ce bassin-là, donc on avait ces vagues de population. Et à l'abolition de l'esclavage, par la suite, la Réunion a continué de se peupler avec des engagés qui sont venus plutôt d'Inde, voire de Chine et de Madagascar. Pour émettre l'hypothèse de l'effet fondateur, on sait que les isolats géographiques, donc on voit bien que la Réunion reste un isolat, on est très enclavé, où le brassage génétique est assez moindre, ce qui peut laisser émerger certains variants qui auraient été beaucoup moins fréquents en population générale, mais du fait du peu d'ancêtres communs, on a l'émergence de certains variants avec cet effet fondateur. On sait qu'au niveau des premiers habitants, on a eu une augmentation quand même assez significative du coefficient de consanguinité notamment. Alors, comment s'est passée cette étude ? Donc, elle a été faite de façon rétrospective, effectivement, sur les dossiers médicaux, donc ce qui a pu être archivé depuis 1994, de ce qu'on a pu récupérer de certains dossiers papier. On a pu récupérer les imageries, la biochimie et le moléculaire qui auraient pu être réalisés lorsque c'était possible. On l'a fait de façon monocentrique, donc sur le CHU de La Réunion, sachant que la particularité de ce CHU, c'est qu'on est un seul CHU à La Réunion, mais réparti en 2 sites. Donc on a le site nord et le site sud, où l'ensemble des patients sont répartis en fonction de là où ils habitent sur l'île. Le suivi se fait soit au sud, soit au nord. Donc on a bien des CH aux autres points cardinaux, mais pas de suivi de spécialistes tels que la neuropédiatrie ou encore moins la génétique. Donc on a décidé pour cette cohorte de patients de reprendre la totalité des patients chez qui on avait diagnostiqué une leucodystrophie métachromatique entre 1994 et 2024, ce qui nous a donné une cohorte de 15 patients. Malheureusement, chez certains patients, l'analyse moléculaire n'avait pas été réalisée. Donc sur ces 15 patients, 5, on n'a pas de résultats disponibles. Que 10 patients ont bénéficié de l'analyse. Et chez l'ensemble de ces patients, effectivement, on avait retrouvé la même mutation récurrente. Dans ces 10 patients, on avait 2 patients qui étaient hétérozygotes composites. Avec, je vais vous montrer les mutations par la suite, sachant qu'un des patients qui était hétérozygote composite, il était d'origine réunionnaise par son père et d'origine strasbourgeoise par sa mère. Donc ensuite, on a récupéré au niveau des informations, on a repris le mode d'entrée dans la maladie, l'évolution et aussi au niveau, notamment ce qui est important aussi, l'âge de la perte de la marche, et ensuite l'âge au moment du décès, et notamment sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qui avait pu être proposé à ces patients-là, qu'est-ce qui était disponible, et au vu de l'avancée de la maladie, qu'est-ce qui a pu être fait. Donc au niveau des chiffres, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement on avait une prédominance de garçons dans la cohorte. Donc sur nos 15 patients, nous avions 10 patients qui étaient des petits garçons, pour 5 filles. Ce qui est important de noter aussi pour l'histoire naturelle de la maladie, c'est que dans 60% des cas, le développement psychomoteur initial est normal. Donc on n'a pas de retard. Effectivement, on a une régression psychomotrice, mais pas de retard chez ces patients. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le motif de consultation, le motif d'adressage, le plus fréquemment retrouvé était les chutes fréquentes. Donc on avait cette atteinte motrice qui était au premier plan. On avait également une évolution qui était assez rapide. Au niveau de ce qui est important par rapport à la forme, c'est l'âge au premier signe.
Donc effectivement, les premiers signes se retrouvent aux alentours de 36 mois, sachant que 36 mois, c'est ce qui permet de faire la différence entre la forme infantile tardive et la forme juvénile précoce. Et donc nous, pour certains patients, au vu de l'âge des premiers signes, ils rentraient plutôt dans la forme infantile tardive et pour certains la forme juvénile précoce, ce qui montre quand même qu'avec ce variant, on a une forme qui reste plutôt à cheval entre les deux, avec un début quand même assez tardive pour une forme infantile tardive. Et généralement, le décès se passait dans la première décennie de vie. Au niveau des thérapeutiques, ce qui a été important, c'est qu'on a... Alors, ça a été fait au début des années 90, à l'émergence des greffes de moelle osseuse. On a une patiente qui a bénéficié de cette technique alors qu'elle était quand même avancée dans la maladie. Mais on sait que chez elle, l'histoire naturelle a quand même été modifiée, vu qu'on a pu noter un âge de décès assez tardif, à 36 ans. Et on a un autre petit patient, lui, qui a pu, grâce au diagnostic posé chez sa sœur aînée, qui a pu être diagnostiqué à la phase présymptomatique, et lui qui a bénéficié récemment de la thérapie génique. Pour ce patient-là, au niveau de l'histoire naturelle, on n'a pas encore assez de recul pour savoir comment ça va évoluer. Mais on sait effectivement que, par contre, tout ce qui est la neuropathie périphérique, elle va quand même persister dans le temps. Donc, au niveau moléculaire, donc, nos deux hétérozygotes composites, ils étaient porteurs de la variation C.465 en position 1 ou un G donne 1, et qui est une des mutations les plus fréquentes dans la population caucasienne, donc ce qui colle bien avec leurs origines ethniques. Et nous, le variant récurrent qu'on retrouve dans notre population réunionnaise. Donc on voit bien ici au niveau des chiffres donc on n'a que 30%, on a quand même, ce qui représente une part assez importante malheureusement, de patients qui n'ont pas été testés sur le plan moléculaire. On n'a aucune information sur la variation, ce qui représente 30%, mais on a presque 60% des patients porteurs de cette mutation récurrente. Et cette variation, elle a déjà été décrite. Alors, elle reste très rare, avec une fréquence allélique faible, mais elle a été décrite dans la population, notamment afro-américaine. Ce qui montre bien aussi l'origine, ce qui est aussi en lien avec l'origine d'où viennent les habitants de La Réunion aussi. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que nous, on voit bien l'importance de poser un diagnostic de façon précoce, voire à la fin présymptomatique, pour tout ce qui est introduction de traitement. Lorsqu'un traitement est introduit, lorsqu'un enfant est déjà symptomatique, on n'aura pas de bénéfices, notamment ce qui est important sur le plan cognitif. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est est-ce qu'on aurait aussi la place pour ces pathologies, pour un dépistage préconceptionnel, sachant qu'est-ce qu'on pourrait faire un pool de pathologies qu'on pourrait déterminer l'hétérozygotie avant de débuter une grossesse, sachant qu'à La Réunion, on sait qu'on a certains syndromes qui sont propres à l'île, comme le syndrome Ravine. On sait qu'on a quand même pas mal de variants qui ont des effets fondateurs sur l'île. Donc le dépistage préconceptionnel pourrait se justifier devant ces pathologies qui ont aussi des incidences quand même beaucoup plus élevées qu'au niveau national. Au niveau du dépistage néonatal, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a quand même beaucoup de projets qui sont en cours pour le moléculaire en première intention, notamment avec des études comme Périgénomède, ou effectivement avec des listes de gènes actionnables, où ARSA en ferait effectivement partie du fait de la possibilité, depuis fin 2024, de la thérapie génique ex vivo. Il va falloir conclure. Je conclue. Donc pour conclure,
Donc, ce qu'on a pu observer, effectivement, on avait bien une corrélation entre le phénotype et notre génotype réunionnais, où les histoires de la maladie chez les différents enfants qui n'avaient pas été traités étaient restées assez superposables, avec une forme motrice au premier plan et qui marquait l'entrée dans la maladie. Un début qui se passait généralement au même âge, aux alentours de 36 mois, avec cette forme qui est plutôt à cheval, qu'on ne pourrait pas classer réellement d'infantile tardive, ni de juvénile ni de précoce, mais qui est à la fois un peu entre les deux et que l'évolution, malheureusement, reste assez rapide. Et ça reste une urgence diagnostique. Très bien, merci beaucoup. On a la place pour une question dans l'Assemblée. Est-ce que vous avez pu documenter l'effet fondateur avec des analyses d'haplotype ou non, au-delà de la mutation commune? Non, ce serait justement la suite de ce qui serait à faire. Ouais. Pas d'autres questions?